Salut les confinés, salut les assignés à résidence, salut les prisonniers. Oui, c'est vrai, on n'est pas confinés, on est semi-confinés, on va dire. Euh, ouais, ben c'est Sandra, hein, donc j'ai décidé de vous faire des petites vidéos là pendant quelques temps. Je sais pas combien de temps je vais avoir le courage de faire ça, mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant de partager ben, notre vécu du couvre-feu et puis le sentiment un peu de fatigue morale, psychologique, et puis bah, aussi partager de l'espoir, hein, parce que la situation, elle n'est pas définitive, hein, au contraire, il va se passer plein de choses, il y aura des rebondissements, et puis bah, j'espère on va finir par s'en sortir. Hier, je vous parlais du livre de Klaus Schwab, donc j'ai toujours pas le nom en tête de la personne avec qui il a écrit ce bouquin. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Klaus Schwab qui a écrit Covid-19, la grande réinitialisation. Et en fait, j'avais pris pas mal de notes en lisant le bouquin. Donc, je vais vous lire les quelques notes que j'avais prises. Alors, plusieurs mois après le début de la pandémie, il semble que même un semblant de retour au statu quo pour la plupart des entreprises de services soit inconcevable, tant que la Covid-19 reste une menace pour notre santé. Cela suggère à son tour qu'un retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu'un vaccin soit disponible. Voilà, donc le ton est donné, hein, pas de sortie de cette crise sans vaccin. Donc, il ne parle pas de traitement, hein, évidemment, il ne parle pas de prévention. Hein, le but, c'est de ne refourguer ce fameux vaccin. Autre extrait que j'avais noté, selon toute vraisemblance, la récession induite par la pandémie va déclencher une forte augmentation du remplacement de la main-d'œuvre, ce qui signifie que le travail physique sera remplacé par des robots et des machines intelligentes, entre guillemets, ce qui, à son tour, provoquera des changements durables et structurels sur le marché du travail. Donc c'est ce que je vous avais dit, hein, que Klaus Schwab, la vision du monde qu'il a, c'est une vision déshumanisée, une vision automatisée, que le plus possible de travailleurs soient remplacés par des machines en fait. Une automatisation accélérée en fait du monde du travail. Alors, comme je vous avais dit, de temps en temps, il a des espèces de, comment dire, ouais, des trucs un peu démagos, enfin des passages un petit peu démagos dans ce livre, on n'y croit pas du tout, du genre, il parle de redistribution des richesses, des riches vers les pauvres et du capital vers le travail. Il dit que cette crise sonne le glas du néolibéralisme, enfin voilà, on n'y croit pas du tout. Et puis il parle bien sûr d'un gouvernement qui redeviendrait, comme s'il n'était pas puissant, le fait qu'on ait un gouvernement ben, mondial quelque part, puissant, que ça serait vital. Alors j'ai noté, quand j'ai lu ça, j'ai noté, il est sérieux le mec. Donc il dit à un moment que contrairement à l'Union soviétique, la Chine ne cherche pas à imposer son idéologie au monde entier. Contrairement à l'Union soviétique, la Chine ne cherche pas à imposer son idéologie au monde entier. Ouais, on y croit vachement. Il émet l'hypothèse, alors je ne sais pas si c'est vrai ça, il émet l'hypothèse qu'il faudrait vérifier que le SRAS-CoV-2 serait plus dangereux dans les régions les plus polluées. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai. Il dit que le confinement a montré que la pollution climatique est peu liée aux gens, mais donc le confinement a montré que la pollution climatique est peu liée aux gens finalement, mais il conseille tout de même de continuer dans cette voie sans mettre à contribution ceux qui polluent le plus, c'est-à-dire les entreprises. Les plus gros pollueurs sont les entreprises, donc pour lui il faut continuer à culpabiliser en quelque sorte les citoyens et puis pas mettre vraiment à contribution ceux qui sont les plus gros pollueurs. Il prévoit aussi dans le bouquin que les mesures de distanciation sociale vont persister en entreprise après la fin de la pandémie et que ça va justifier l'accélération justement de l'automatisation. On va organiser le travail en diminuant les contacts physiques rapprochés. Donc c'est le but,
bah, on le voit bien aujourd'hui en favorisant le télétravail, même s'il y a des gens qui ont de plus en plus de mal à supporter le télétravail. Voilà, donc c'est l'idée d'isoler, de séparer en fait, hein, que tu sois chez toi et que tu aies peu de liens finalement avec tes collègues. Bon, ça peut être sympa pendant quelques temps, mais ça peut pas être, enfin, c'est pas forcément très très agréable à vivre au bout d'un moment, quoi. On a quand même besoin d'interaction sociale, de se voir autour d'un café, de discuter de la pluie, du beau temps. Voilà, ça fait partie de notre humanité. On peut pas être juste tout le temps devant un écran. C'est quand même difficile à vivre sur un long terme. Autre passage, d'après 2 universitaires de Oxford, jusqu'à 86% des emplois dans la restauration, 75% dans le commerce de détail et 59% dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Selon Schwab, pour des raisons, alors je cite, hein, d'hygiène et de propreté. Donc c'est pour vous dire quand même qu'on est face à quelqu'un qui a, moi je dirais comme ça, ça sent le TOC, quoi, le trouble obsessionnel compulsif, c'est un peu bizarre. Voilà, je vous relis quand même parce que ce passage-là, il m'avait bien marqué. Donc d'après 2 universitaires de Oxford, jusqu'à 86% des emplois dans la restauration, 75% dans le commerce de détail et 59% dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035, selon Schwab, pour des raisons d'hygiène et de propreté. Donc j'avais trouvé, quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit tiens, parce qu'on se demande hein, pourquoi on a fermé les restaurants, les bars, pourquoi les lieux culturels sont fermés, pourquoi les salles de sport aussi sont fermées. Voilà, on peut se dire aussi que ouais, faire du sport devant la télé, voilà, on n'a plus besoin d'avoir un prof, on a un prof virtuel. Je trouvais que ce passage-là expliquait bien pourquoi on a fermé ces lieux-là en particulier, avec cette idée que de toute façon, ces métiers-là peuvent disparaître puisqu'ils vont être remplacés petit à petit par des machines. Une façon d'acter comme définitif et sans retour ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, voilà, j'avais noté à un moment que dans ce qu'il écrivait, la façon dont il décrivait ce qui se passait, quand il disait que il n'y a pas de point de non, enfin il n'y aura pas de retour, c'était ça, quoi, une façon d'acter comme définitif et sans retour ce qui se passe aujourd'hui, comme si cette crise du Covid, elle marquait vraiment une impossibilité de reprendre une vie normale. J'avais noté aussi la robotisation qui vise à faire plus de profit à moindre coût est vue comme une façon de parer au danger d'une épidémie. Voilà, la robotisation qui vise à faire plus de profit à moindre coût est vue comme une façon de parer au danger d'une épidémie, à savoir les machines entre elles ne vont pas se contaminer. Donc plus il y aura de machines et moins il y aura d'humains interagissant, a priori, moins il y aura d'épidémies. Voilà, une idée un peu bizarre. Voilà, il y a aussi le parti pris que les mesures de confinement sont efficaces, alors que il a été démontré qu'elles ne l'étaient pas. Donc je vous renvoie aux travaux faits par John Ioannidis, voilà, qui a démontré que les mesures de confinement n'ont pas prouvé leur efficacité. Il a fait des comparaisons entre des pays qui ont confiné, des pays qui n'ont pas confiné, et il n'y a pas une différence significative qui dit que le confinement est un bon outil pour lutter contre ce virus. Enfin voilà, c'est complètement absurde. Il part aussi du principe, alors ce qui est j'ai jamais compris moi comment on pouvait savoir exactement où est-ce qu'une personne avait été contaminée, enfin une personne qui a une vie normale, je pense que c'est pas évident, je vois pas comment on peut savoir quand quelqu'un vraiment s'est contaminé. Je sais pas, moi, si par exemple je me contamine, je prends le métro, j'ai des contacts avec ma famille, je vais au supermarché, voilà, je sais pas comment on peut savoir avec certitude à quel moment j'ai bien pu me contaminer. Donc lui, il part du principe que l'on peut savoir avec certitude quand, où et par qui on a été infecté. Il suffirait donc d'utiliser les applications, les fameuses applications pour savoir ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Ouais, j'avais noté un truc à propos de Zoom. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous êtes en télétravail, d'utiliser Zoom, l'application qui permet de faire des conférences à distance.
Et en fait, il disait que Zoom avait atteint la somme phénoménale de 70 milliards de dollars. Donc 70 milliards de dollars en juin 2020 par capitalisation boursière. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire en plus de ce que j'ai dit hier concernant le livre de Klaus Schwab, Covid-19, la grande réinitialisation, que je vous recommande de lire. Donc on le trouve en PDF sur Internet, hein, si vous ne voulez pas acheter ce bouquin, donner des sous à Klaus Schwab, le livre est accessible hein, en PDF. D'ailleurs, je ne crois même pas que c'est une version pirate, il me semble qu'il l'a mis, que ça a été mis délibérément en fait, pour que les gens puissent le lire. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire ce soir, et puis je voulais vous parler aussi du fameux passeport vaccinal. Donc moi je comprends pas, je sais pas si quelqu'un pourrait, enfin quand on raisonne logiquement par rapport au passeport vaccinal, comment on peut, enfin à quoi ça sert quoi, je comprends pas à quoi ça sert en fait d'avoir un passeport vaccinal qui serait lié à l'arrivée du Covid-19 sur le marché de la maladie. Parce que c'est une maladie qui touche au 0,05% de la population, donc c'est très peu. C'est une maladie mortelle, mais pour vraiment une catégorie de la population qu'on a identifiée, donc les personnes très âgées qui ont des comorbidités, les personnes qui ont des problèmes de santé, voilà, les personnes obèses, les personnes qui ont du diabète, enfin voilà, on sait qui ça touche. Donc pourquoi tout à coup on veut nous mettre en place un passeport vaccinal lié à cette maladie-là? Je comprends pas, je comprends pas l'idée quoi, parce que s'il avait fallu mettre un passeport vaccinal, il aurait fallu le faire avant quoi, je vois pas l'intérêt, à part un intérêt financier qui consisterait, puisque on ne sait pas trop combien de temps le vaccin nous protège, si même il nous protège, donc ça voudrait dire qu'on se vaccinerait tous les je sais pas combien. Voilà, donc c'est une espèce de manne financière pour l'industrie pharmaceutique. Donc en dehors de ça, je ne vois absolument pas l'intérêt de ce truc. À part de se dire que les politiques sont achetés par l'industrie pharmaceutique, que c'est l'industrie pharmaceutique qui décide, qui domine. Parce que voilà, ce vaccin il nous protège, enfin il n'est pas protecteur. Il n'empêche pas la contamination, il n'empêche pas de contaminer les autres. Enfin, je vois pas autre chose que ça, un intérêt financier et pas un intérêt individuel, pas un intérêt pour nous. Et puis surtout, il y a le fait que il y a des traitements contre le Covid. Hein. Je vous ai parlé du Japon, on en parle à chaque fois, mais le Japon, mais renseignez-vous, franchement, le Japon... ils ont traité, ils ont géré ça, mais comme des chefs, sans confinement, sans couvre-feu, sans vaccin, voilà quoi, ils ont géré, ils ont soigné les gens, ils font beaucoup de prévention sur les maladies cardiovasculaires, sur l'obésité, sur l'hypertension, et puis du coup ils ont une population qui est relativement en bonne santé, et même leurs personnes âgées, elles n'ont pas tant souffert que ça, et puis les gens sont vaccinés contre la pneumonie par contre. C'est ce que j'avais lu quand j'avais fait mes recherches pour faire la petite vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook, sur mon compte YouTube au sujet du Japon, sur le Japon parce que en fait au Japon le confinement est anticonstitutionnel, donc c'était intéressant d'aller voir un peu comment ça s'était passé pour eux, voilà, qui sont plus... Finalement, nous, on est le pays des droits de l'homme, on est le pays de la démocratie, et puis on a des leçons de démocratie à apprendre du Japon, qui est peut-être comme ça justement parce qu'ils ont souffert dans leur chair au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc ils n'étaient pas forcément du bon côté, et puis du coup ils se sont ramassés de bombes atomiques, donc peut-être que ça met en perspective, et il y a un respect du peuple que nous on n'a pas finalement de la part de nos dirigeants. Ouais, donc je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas il faut garder espoir par rapport à la situation. Les choses elles vont bouger, les choses sont en train de bouger, ne serait-ce que... Alors je sais pas, vous avez entendu, moi je vous ai déjà parlé de ça, hein, du traitement, donc l'herbe à pic qui a été découvert en Guadeloupe, mais je sais pas si vous avez remarqué, personne n'en parle. On est toujours dans cette logique vaccinale, alors que là, on a découvert qu'il y avait un médicament. De toute façon, des médicaments, il y en a eu plein.
les antiviraux, les antibiotiques. Voilà, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine, il y a l'artémisia qui a été utilisée à Madagascar. Ouais, il y a des traitements naturels à base de plantes. Voilà, c'est pas une nouveauté, mais ça, on ne nous en parle pas. Et là, on a produit un truc made in France. La Guadeloupe, ça fait partie de la France jusqu'à preuve du contraire, et on n'en entend pas du tout parler. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, donc ça dit beaucoup de choses quand même, hein, ça dit beaucoup de choses. Voilà, bon ben, ça fait du bien de s'exprimer, même si je sais pas si ça sert à grand chose, mais moi ça me fait du bien. Donc je me dis, si je parle au moins à une personne, si ce que je dis donne de la force, du courage, de l'énergie à une personne, c'est déjà très bien, c'est déjà primordial. C'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul à penser certaines choses, qu'on n'est pas tout seul à voir les choses d'une certaine façon, et puis de se dire que c'est pas parce que tout le monde a l'air de marcher comme ça avec des œillères que c'est la réalité, c'est pas la réalité. Voilà, donc ok. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite, prenez soin de vous, de votre mental, prenez soin de, comment dire, voilà, faut réfléchir, essayer de trouver de l'information ailleurs que en regardant Cyril Hanouna et Jimmy Mohamed. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.